Alors bonjour, je vous invite aujourd'hui donc à mon nouveau podcast Demain Lab où justement on amène à réfléchir sur comment peut être notre demain parce que je pense que c'est maintenant qu'on met en place les choses pour que notre demain soit meilleur. Alors j'ai vraiment l'honneur de recevoir puis d'échanger avec Rémi Tremblay que vraiment j'ai tellement hâte d'échanger avec toi Rémi sur plein de choses puis je suis sûre que tu vas nous apporter plein de belles idées, puis plein de belles façons de vivre ce moment-là pour qu'on ait un demain extraordinaire. Bienvenue, Hmm. Rémi. Ben merci, je suis heureux d'être avec toi et avec toute la gang là, qui va être là. Alors, qui es-tu, Rémi? Ah ben moi, je suis tout simplement un petit garçon en marche et j'ai la chance d'être en marche avec des centaines de leaders depuis des années, depuis 19 ans maintenant, où on marche vers une meilleure compréhension de l'être humain et de la vie. Alors c'est ça. Et j'ai la chance de faire ce travail-là avec mes trois fils, bien sûr, mon amoureux et puis les leaders de la Maison des leaders. Wow, écoute. Donc, je pense que c'est ce cheminement-là qui va justement t'amener à répondre à ma question. Comment peut-on rêver demain? Hmm. Ben, moi, il m'apparaît que le futur est déjà dans le présent. Ah, OK. Et pour moi, le présent, là, c'est tout plein de graines de futur. Donc, le futur ne peut pas être déconnecté du présent. Donc, dans le fond, moi, je parle plutôt d'un futur émergent qui est déjà dans le présent. Alors, je Mm. découvre que, pour moi, si je veux être capable d'inventer, comme tu dis, un demain meilleur ou réfléchir, ça m'exige une immense présence à ce qui est là. Euh, et là, je réalise à quel point je dois davantage, au fil des années, enlever des couches de protection pour être de plus en plus poreux à tout ce qui se passe autour de moi, poreux à ce qui me touche, ce qui m'émerveille, ce qui me bouleverse, être plus vulnérable, plus sensible à tout ce qui se passe autour de moi et à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui souhaite advenir à l'intérieur de moi? Tu sais, je ne sais pas, moi, on parlait tout à l'heure, en se préparant à notre rencontre, hein, au bulbe de tulipe. Dans le bulbe de tulipe, il y a déjà la tulipe. Alors, comment je suis à l'écoute de ce qui est déjà là en moi, qui souhaite advenir? Et, et quand je suis vraiment à l'écoute de ça, tout d'un coup, il m'apparaît, ah, comme j'ai été bouleversé, par exemple, par une œuvre d'art, je vais avoir le goût de la partager à un grand nombre. Alors, les rêves, les intentions pour demain, pour moi, ils émergent, ils apparaissent d'une telle présence à l'instant, à ce qui est là, puis à ce qui nous touche, ce qui nous bouleverse, ce qui nous émerveille. Wow! Donc, vraiment, donc, le demain, est-ce que tu dirais qu'on pourrait justement être plus vulnérable à ce qui se passe ou oser cette vulnérabilité-là? Ah, moi, je découvre au fil des années que je suis de plus en plus poreux, donc de plus en plus sensible, bien Mmh. sûr, de plus en plus poreux à la souffrance, puis bizarrement, de plus en plus poreux à la joie, parce qu'en étant hermétique à la souffrance, j'étais aussi hermétique à la joie. Puis en étant poreux à la souffrance, il m'apparaît là où je peux agir, là où il faut agir, là. Et en étant poreux à ma propre souffrance, à la souffrance autour de moi, ben, tout d'un coup, je suis aussi, tout d'un coup, poreux aussi à la joie que je rencontre. Donc, mes rêves sont issus d'une plus grande joie pour un plus grand nombre Mmh. et d'un minimum de souffrance pour un plus grand nombre. Dans le fond, c'est ce qu'on souhaite, les êtres humains. On souhaite être Oui. heureux puis souffrir le moins possible. Mais pour ça, il faut être poreux et à l'écoute des sources du bonheur et de la souffrance pour que de ça émergent vraiment des solutions pour demain. Comment on peut justement être poreux à cette joie? Tu sais, je vais dire, Ouais. on voit en ce moment, on est peut-être moins poreux à cette joie, peut-être plus poreux à notre souffrance et à nos peurs ou autres. Est-ce que tu penses que le fait d'être poreux à notre peur et notre souffrance peut nous permettre d'être poreux à notre joie? Je suis convaincu. Parce que OK. d'un coup, si d'un coup j'ose ma fragilité, ça veut dire Mmh. j'ose la faille fragile en moi, c'est à travers cette faille que la vie me traverse. Alors, si la vie me traverse, comme la vie est joie et souffrance, ben, je vais être traversé par les deux. Fait que je vais pouvoir faire l'expérience autant de la joie que l'expérience de la souffrance. Mais ça me demande d'être extrêmement sensible, oser ma sensibilité à ce qui est là, oser développer de plus en plus ma capacité, par exemple, de m'émerveiller. OK. Donc, revenir à l'enfant que j'étais avec très peu de couches de protection, faire fondre toutes mes couches de protection pour être vraiment poreux à la vie. Et c'est à partir de là que toutes les intentions d'un futur
meilleures m'apparaissent, pour moi. Ouais. Et effectivement, puis je me permets peut-être juste des idées qui me viennent aussi là-dedans, c'est qu'il faut accepter on va dire, cette capacité à être poreux à la souffrance, à la peur et à la colère. Parce qu'il y a des gens qui l'ont, cette souffrance, cette peur, cette colère que je peux voir en ce moment. Par contre, l'acceptation d'être dans la peur, dans la colère et la souffrance, c'est plutôt ils sont plutôt dans le combat. Mais écoute, pendant la première partie de ma vie, Mmh. j'étais plutôt dans. Il y a deux façons dont on réagit quand la souffrance se présente. Comme là, avec ce qu'on vit dans la crise, ben, soit qu'on met ça sous le tapis et on dit ben non, ça va bien aller, puis bon, arrêtons de nous plaindre, puis tout va bien aller, puis il faut se réinventer, etc. Donc, dans une espèce de déni. Ou on est dans mon Dieu, c'est épouvantable ce qui m'arrive, et là, on est dans la drama queen. Et bon, c'est deux réactions, mais bizarrement, les deux réactions sont une façon, ce sont des stratégies de fuite pour ne pas rencontrer ce qui est Mmh. là, ce qui me fait souffrir. Ça m'a pris, moi, des années avant j'ai dû paralyser sur une chaise devant le fleuve un jour pour la vie m'a obligé à rester là dans un moment d'immense souffrance, à ne pas quitter Mmh. l'instant, à rester là pour rencontrer ce que j'avais à rencontrer. Et bizarrement, j'ai réalisé que la raison pour laquelle je voulais surtout pas rencontrer la souffrance, c'est que j'avais peur de ne pas être capable de la contenir. J'avais peur de me perdre, j'avais peur même d'en mourir. Parce que j'avais vu mes parents, lors de la mort de ma sœur, vouloir mourir de Mmh. tristesse. Alors je me suis dit, ben moi, si je vais toucher à la tristesse, je vais peut-être vouloir en mourir. Je ne voulais pas vouloir mourir. Et tout d'un coup, je suis resté là et j'ai réalisé la première grande découverte magique, c'est que j'étais capable de la contenir, plus que je pensais. Mmh. Et c'est comme si tout d'un coup, là, chez moi, je suis plus capable de rencontrer cette souffrance-là. Ça a été une rencontre avec moi exceptionnelle. Et j'ai réalisé, une fois l'avoir rencontrée, une fois l'avoir accueillie, avoir réussi à rester là avec elle, ou plutôt pas avoir eu le choix parce que j'ai paralysé physiquement, j'ai découvert que tout d'un coup, cohabitait avec la souffrance la joie. J'ai découvert que tout d'un coup, je me suis mis à réentendre les oiseaux, les vagues qui venaient frapper sur le bord du fleuve. Et là, j'ai réalisé que la joie cohabitait avec la souffrance et que tout d'un coup, en me rendant poreux à la souffrance qui était là à l'intérieur de moi, je devenais aussi poreux à la joie. Et c'est comme si dans mon vase intérieur, au lieu qu'il y ait juste la souffrance et qu'elle prenne toute la place, mais la joie venait diluer cette patente-là. La souffrance est toujours là, Mmh. mais aussi diluée dans la joie. Et ça m'a donné du gaz pour rencontrer ce que j'avais à rencontrer, pour que je puisse continuer à advenir comme chaque être vivant est appelé à advenir. J'aime ça ton concept d'advenir. Est-ce que tu pourrais élaborer justement, parce que quand on a préparé l'entrevue, justement, tu me parlais de la différence et j'aimerais ça que tu élabores ça parce que je le trouve très pertinent. Mais longtemps dans ma vie, j'ai tellement voulu devenir, probablement devenir quelqu'un, devenir quelque chose, devenir. Mais de que tu sais, dans le fond, tout est déjà là. Dans le gland du chêne, il y a déjà le chêne. Il n'y a Mmh. rien d'autre que le chêne d'ailleurs. Alors imagine si le gland du chêne décidait de vouloir devenir quoi que ce soit d'autre, voulait devenir un oiseau ou un tournesol. Mais non, le gland du chêne ne peut que. Alors tout est déjà là. Fait que si la seule job du chêne, c'est d'advenir à partir de ce qui est déjà là, en quoi je suis si différent? Moi, on s'est tellement pris pour d'autres, les êtres humains. Hein? Il y avait Mmh. nous et la nature, mais on est la nature. Oui. La vie, la vie se déploie à travers les arbres, à travers les rivières, puis à travers nous, les êtres humains, comme les animaux, on n'est pas différents des autres. Mmh. Alors, comment je laisse? Dans le fond, il y avait quelque chose en mon noyau, moi, quand je suis venu au monde. Ma seule job, c'est de laisser ce qui était là advenir, de me tasser du chemin dans tout ce que je voudrais devenir pour laisser advenir ce qui veut advenir. Mmh. Et bizarrement, il y a une question qui est apparue en moi différente. Pendant des années, je me disais, qu'est-ce que je veux? Hein? Qu'est-ce que je veux faire de mes amis? Qu'est-ce que je rêve de demain? Qu'est-ce que je veux? Ah, mais qu'est-ce que la vie veut faire à travers moi? J'aime ça, regardes différemment la question que je pose. Puis j'aime beaucoup ça, vraiment. C'est la première fois que je regarde ma question différemment. Merci, merci d'amener, cette perception Moi, différente. je suis beaucoup plus. Écoute, quand je voulais monter des montagnes puis aller vers des rêves, etc., c'était beaucoup d'énergie. Euh,
pour finalement se laisser rattraper parce que ce qui est déjà là dans mon noyau va être là et ce qui n'est pas là ne sera pas là. Alors, ça demande j'apprends à devenir de plus en plus docile et à être très à l'écoute. Tantôt, quand tu me demandais d'ailleurs qui es-tu, j'avais presque le goût de dire, si j'avais à me définir, c'est d'écouter, d'écouter avec tous mes sens aiguisés, puis de répondre. Je dirais que ma vie, c'est écouter et répondre. J'entends une très grande humilité, tu sais, je veux dire justement d'avoir, d'accueillir cette humilité-là. Pourquoi j'entends ça? Parce que moi, ça me résonnait en moi quand tu parlais de c'est juste advenir. J'avais comme l'impression que ça me faisait résonance en disant comme, est-ce qu'on est dans une crise d'ego en ce moment? Et ça résonnait en moi. Puis ce que j'entends de toi, c'est beaucoup, peut-être que on serait juste à être plus humble et accueillir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben écoute, et en même temps, sais-tu que ça nous amène une immense tranquillité intérieure. Parce qu'on se dit, dans toute façon, moi, je suis exactement là où je dois être. Il est en train d'advenir en moi ce qui doit advenir. Mhm. Alors, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien d'autre à faire que d'enlever toutes les couches de carapace que j'ai mis par-dessus pour laisser advenir. Je vais donner un exemple. Le gland du chêne, il est très, très solide. Et il est assez lourd pour descendre en terre profondément. Et il fait sa job de gland, ça veut dire protéger le potentiel de vie. Mais il veut tellement le protéger, puis il veut tellement bien faire sa job de gland, qu'il s'empêche tout d'un coup qu'il y ait une fissure. Il s'empêche d'oser sa vulnérabilité, sa fragilité, pour que tout à coup la vie puisse traverser sa carapace. Alors, c'est pour ça que la plupart des glands de chêne meurent sans jamais produire de fruits, d'arbres, parce Ah, qu'ils ont trop bien fait leur job de gland. Alors moi, j'ai aussi construit un personnage pour me protéger dans un monde où j'avais l'impression que j'étais en survie. Alors ouais, j'ai construit une grosse carapace que j'appelle mon ego ou le moi que j'ai construit. mais oui. Et tant que j'accepte pas la faille, faut que j'accepte qu'il faut que j'échoue à un moment. Ma job de gland, de carapace, d'ego que j'ai construit pour me protéger, pour au contraire laisser la vie me traverser. Et c'est à partir Mhm. de là que tout d'un coup, la vie va me traverser, puis j'aurai plus rien à faire que de me laisser advenir. Mais je découvre au bout que la journée où c'est merveilleux parce qu'il n'y a plus rien à faire, moi dans ma vie, j'ai réalisé qu'il n'y a plus rien à faire. Alors, plus rien à faire, ça ne veut pas dire ne rien faire. Ça veut dire ne plus rien faire pour essayer de devenir quoi que ce soit. Laisser faire ce qui doit advenir. Et tout d'un coup, toute mon énergie que je mettais à vouloir devenir quelqu'un, à vouloir devenir quoi que ce soit d'autre, à réaliser mes rêves, etc., mais mon énergie est dégagée pour écouter et me rendre utile là où je me sens appelé à être Mhm. utile. Ça, je vais faire un peu d'humour, là. C'est comme, en gros, là, il faut arrêter d'être un gland. Ben, tout à fait. Dans le fond, oui, ben, C'est comme, arrêtons d'être des glands, s'il vous plaît, ben, je dirais qu'il faut arrêter de n'être qu'un gland. de n'être qu'un gland. Ouais. Parce que dans le fond, le gland, il est très utile un bon moment, mais effectivement, à un moment donné, il faut qu'il se sépare. Et cette Hmm. partie-là va pourrir dans la terre. Il faut que notre ego fonde, se désagrège tranquillement pour qu'en essence, on puisse advenir dans le fond. Fait que je pense que le gland, c'est de dire merci pour la job merveilleuse que tu as fait jusqu'ici, mais j'ai plus vraiment besoin de toi, ça va bien aller. Donc, si je te demandais, ça serait quoi les solutions à proposer? Ça serait aux gens d'essayer de casser leur carapace de gland, puis d'essayer d'ouvrir et de permettre d'avoir une lumière ou, comme tu le dis, de se faire traverser par la vie en ce moment, puis juste d'advenir. Ben, je dirais que oui, c'est de laisser, dans le fond, c'est laisser la faille se faire. Alors, Hmm. quand je me sens fragile, ne pas rapidement mettre quelque chose par-dessus, mais oser me laisser être fragile, laisser la faille s'ouvrir tranquillement, la lumière me traverser, l'eau, puis tout d'un coup, ben effectivement, dans les solutions, je pense que oser se laisser fragiliser tranquillement pour que, ouais, pour avoir accès à ce qu'il y a de meilleur dans le noyau, dans le fond, qui est déjà là. Et je pousse encore plus loin ma question, comment tu fais pour te laisser
accueillir cette fragilité-là? Parce que c'est pas toujours évident quand ta carapace de gland est forte, là. Ben moi, j'avais une grosse carapace et souvent, je me rappelle, même mon ex-conjoint disait que j'étais en caoutchouc. Tu sais. Moi, il n'y a rien qui me plaignait trop. Donc, j'avais. Alors, mais toutes ces années-là, je n'étais que dans la survie. Je dirais que ce qui a changé ma vie, c'est la journée où j'ai pris conscience à quel point la première partie de ma vie, j'avais cherché à être aimé, à être apprécié, parce que j'avais l'impression que c'est ça qu'il fallait que je fasse pour survivre. Il Mmh. fallait que je ramasse de l'argent, que j'accumule des territoires, un certain pouvoir, une crédibilité. Donc, dans le fond, j'étais dans une posture de survie. Alors, je dirais que la première prise de conscience à faire, c'est prendre conscience à OK. quel point, depuis qu'on a basculé petit dans l'illusion qu'on était séparés, qu'on est dans une posture de survie, parce qu'on a bien compris que pour survivre, il fallait être aimé, apprécié, etc., Mmh. accomplir des choses. Et prendre conscience de ça, c'est merveilleux. C'est douloureux au début parce que je me suis dit, je ne peux pas croire que j'ai passé toute première partie de ma vie à chercher à survivre. J'étais en survie. Dans le fond, je n'étais pas dans la vie, j'étais dans la survie. Mmh. Mais écoute, je ne suis pas différent des autres. Alors, ce qui est important maintenant, c'est de s'en rendre compte. Parce que être un peu con, c'est pas grave si le problème, c'est de ne pas s'en rendre compte. C'est ça. Et là, de réaliser, à partir de maintenant, je veux basculer dans la vie. Je veux passer de la survie à la vie. Et pour ça, il faut que j'ose ma fragilité. Et Mmh. là, je vais être vraiment dans la vie. Et je Mmh. pense que ça a été cette prise de conscience qui m'a aidé tranquillement, parce que j'ai encore plein de rechutes de survie, mais qui m'a amené tranquillement à basculer dans la vie pour être poreux à la vie, puis laisser la vie faire sa job à travers moi. Wow! Puis tu vois, ça m'amène plein de questions. J'ai une question. Penses-tu qu'on peut faire une prise de conscience collective ou la prise de conscience doit être individuelle dans un premier temps? Mais je pense qu'il paraîtrait que quand ils ont fait des recherches sur les singes, que quand ils devenaient conscients d'une chose sur une île, d'autres singes prenaient la même ou s'ouvraient à la même conscience au même moment sans qu'ils se soient parlé. OK. Fait que je pense qu'il y a quelque chose, on est tous interdépendants et je pense qu'il y a des pans de conscience qui s'ouvrent en même temps partout. Parce que, mais par ailleurs, on ne peut pas faire l'économie de sa propre conscience personnelle. Donc, il faut que la conscience nous traverse et tout d'un coup, elle traverse d'autres et ensemble, moi, plus je rencontre des gens plus conscients que moi, ben, plus ils m'ouvrent à une plus grande conscience. Alors, Mmh. j'ai besoin, moi, de rencontrer des personnes qui sont à des niveaux de conscience bien différents de moi, qui m'aident à voir le monde tout d'un coup autrement, qui qui m'aide à quitter mes modèles mentaux, mes vieilles croyances. Mmh. Donc, mais je pense que oui, on le fait à la fois individuellement et ensemble. Parce qu'effectivement, en ce moment, j'ai comme l'impression qu'il y a ce besoin-là de conscience collective et quelque chose et c'est pour ça que je fais comme: «Allô, il y a quelque chose qui se passe? On peut-tu faire quelque chose?» Puis si j'ai puis j peut-être que je suis dans le faire, puis tu m'amènes beaucoup de questions sur moi, là. C'est comme juste, qu'est-ce qu'on peut pour stimuler cette question, cette conscience collective-là? Hem, c'est ça. Ben moi, ce que j'ai découvert, on a travaillé on travaille toujours, on a un de nos amis à la Maison des leaders qui est merveilleux, des amis, Mario Caillé, Marie-Ève Marchand, qui ont créé un Mmh. cours qui s'appelle Complexité, conscience et gestion à l'Université Laval. Mmh. Donc, ça a été les précurseurs de la conscience humaine. Puis, il disait, vous savez, vous avez beaucoup évolué à la Maison des leaders au fil des années. Mais j'ai dit, ben, c'est quoi qui a fait ça? Il a dit, ben, premièrement, comme je disais tout à l'heure, vous avez tellement invité de gens qui sont à des stades de conscience plus évolués que vous, mais OK. aussi, vous avez osé le dialogue. Et donc, ça fait 19 ans qu'on dialogue. Alors, pour moi, c'est urgent qu'on ouvre des dialogues. Mais on ne sait pas dialoguer, on sait débattre. Parce que comme on est en survie, il faut se battre et il faut débattre. Donc, on est bon pour débattre, Ouais. mais on est très peu bon pour dialoguer. Dialoguer, ça veut dire entrer dans un dialogue, dans une rencontre avec toi, Mmh. en souhaitant qu'une meilleure idée que la tienne et la mienne émerge de notre rencontre. Ouais. Alors, je ne suis pas là pour vendre mon idée, mais pour souhaiter qu'à travers notre dialogue, quelque chose de supérieur apparaisse. Et je pense qu'il faut multiplier les vraies rencontres. Comme là, on est dans une vraie Mmh. rencontre où on n'essaye pas de se convaincre l'un que l'autre, on essaie juste d'élargir nos consciences ensemble, multiplier les espaces de dialogue. Présentement, dans le COVID, là, il faut prendre, malheureusement, il faut faire de quelque chose de révolutionnaire qui est de ralentir. Ralentir. La Maison des leaders, on dit souvent que c'est un espace de ralentissement. Ouais.
où on vient réfléchir, être poreux à ce qu'on ressent, partager autour de ce qu'on ressent. Comment je peux travailler présentement avec des collègues de travail sans vraiment savoir chacune des personnes, elle se situe où par rapport à la complexité du COVID? C'est où ses inquiétudes à elle, ses peurs à elle? Mais j'ai besoin de partir à la découverte de l'autre et on doit partager sur comment on se sent, comment on vit ça, pour être tellement adéquats les uns pour les autres. Et après, qu'apparaissent les rêves communs pour aller vers un demain qui est meilleur. Ouais, j'aime beaucoup justement ce travail de lucidité, là, tu sais, je veux dire, il y a quelque chose d'hyper conscient, tu sais, qui amène une lucidité dans ce qui se passe. J'aime beaucoup, puis là, ralentir. Effectivement, réfléchir demande un ralentissement et d'accepter de discuter. Je trouve que ça fait partie du paradoxe de notre vie à l'heure actuelle. Je pense que si on va vite, on se doit pratiquement, c'est pas beau le mot, hein, mais on se doit de ralentir, tu sais, je veux dire, d'accueillir ce paradoxe. Je peux comprendre qu'on aille vite, puis je l'entends, puis en même temps, je me dis, plus on va vite, plus il faut ralentir. Tu sais, il y a d'accueillir ce paradoxe-là, puis j'ai comme l'impression qu'on s'autorise pas ce paradoxe-là. Et malheureusement, on ne peut pas découvrir ce que beaucoup de leaders à la maison ont découvert, Ouais. que c'est grâce au ralentissement qu'ils sont allés plus vite. Ah, j'aime ça, ouais. Parce que dans le fond, pour moi, Ouais. la seule façon d'aller plus vite aujourd'hui, c'est de ralentir. Parce que moi, quand je vais vite tout le temps, je réalise plein de choses, mais je fais aussi beaucoup de dégâts que je dois ramasser. Mhm. En j'ose ralentir pour savoir comment tu vas avant de te demander quelque chose, ben, tout d'un coup, ça va aller plus vite parce que non seulement on va réaliser des choses, toi et moi, ensemble, super, mais on va éviter aussi toutes sortes de dégâts qu'on faisait avant qu'on devait ramasser derrière. Hmm. Ils nous ralentissaient. Alors, je réalise que plus j'observe nos leaders à la maison ralentir, bizarrement, plus l'abondance s'accroît rapidement, plus ils vont vite finalement, parce qu'ils sont capables de discerner, d'écouter, de ressentir. Ils font beaucoup moins de choses, mais les bonnes choses, les choses justes. Et la justesse, ça amène l'harmonie, qui, elle, amène une espèce de fluide, de la rivière qui coule. Vraiment, le flot de la rivière est bon. Wow! Et puis justement, en ce moment, tu sais, je veux dire, avec la Maison des leaders, qu'est-ce que vous faites en ce moment, peut-être particulier, ou est-ce que vous continuez finalement le même flow que vous faites d'habitude? Ben, je dirais qu'on a terminé au printemps à 2 Ouais, années de réflexion sur l'autorité intérieure. OK. On a dit, on a jeté ça, l'histoire de l'autorité, on haïssait ça, hein. Mais c'est sûr parce on obéissait à des autorités extérieures qui ne faisaient pas toujours du sens. On écoutait l'autorité de notre ego. Et beaucoup de nos rêves venaient de pouvoir plaire à ces autorités extérieures et plaire à notre ego. Alors pendant 2 ans, on a essayé de dire, ben, si on allait découvrir une autre forme d'autorité, une autorité intérieure, Mhm. qui, elle, est connectée à une autorité, l'autorité de la nature, à quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Alors, pendant 2 ans, on a essayé d'aller écouter, dans le fond, la sublime musique qui coule en nous, qui veut traverser. Alors, comment être à l'écoute de ça? Et comment ça aider aussi complètement à l'écoute de ce qui se passe autour de nous? Parce que pour faire preuve d'autorité intérieure, il faut avoir beaucoup écouté l'extérieur. Et après, tout d'un coup, on écoute de l'intérieur. Et on se dit, OK, c'est ça qui m'apparaît juste. Alors, pendant 2 ans, on a réfléchi à comment aller s'enraciner dans son autorité intérieure pour prendre des décisions, avancer, discerner des bons rêves sur lesquels on doit travailler. Et là, on a réalisé que ça prenait l'autorité intérieure, mais là, nous est apparu le thème de la tendresse. Alors, pendant la prochaine ou les prochaines années, on va réfléchir à comment je peux être à l'écoute de ce à quoi je me sens appelé intérieurement et par rapport à ce qui se vit autour de moi. Et comment, la journée où je vais me déployer, je vais le faire aussi avec une immense tendresse envers Mm. moi-même et envers les autres. Mon ami Jean Proulx, qui est merveilleux, avec qui j'ai écrit un livre qui s'appelle Mot de passe, il disait une valeur qui s'en va seule est folle. Alors, l'autorité intérieure sans la tendresse, le courage sans l'amour, c'est inquiétant. Alors, Mhm. comment être capable, on a senti qu'on devait ajouter à cet élan d'écouter, de faire ce qui m'apparaît opportun et important, mais avec énormément de tendresse envers moi et envers les autres.
Oui, ça résonne vraiment le concept de, tu sais, je veux dire, pour moi, tendresse, j'entends amour, hein, tu sais, je veux dire, c'est vraiment, vraiment ça. Puis, tu vois, tu parlais de l'Université Laval, puis effectivement, je suis une petite formation en ce moment à l'Université Laval, puis ils parlent justement de ce concept-là, tu sais, le leadership dévoué, tu sais, le leadership servant. C'est ça, c'est justement cet élan d'amour-là, de concevoir qu'il y a de l'amour dans le pouvoir, puis le pouvoir n'est pas forcément négatif. Puis ça, je trouve ça très beau d'amener ce concept-là, effectivement. Puis tu m'amènes aussi parce que c'est drôle, au début du confinement, au mois de mars, avril, j'écoutais beaucoup justement la musique de Bourvil, la chanson de Bourvil, La tendresse. Oui, Il faudrait que, je ne sais pas si tu la connais ou tu l'écoutes, elle est magnifique, oui, cette chanson-là. À la chanter, c'est absolument extraordinaire. et les paroles sont extraordinaires. Ah, Hey, on est en connexion, Stéphanie, parce que c'est notre chanson thème de l'année. ah, Alors, alors, je viendrai la chanter avec vous. la chanson qui nous habite vraiment, c'est. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, on vient au monde avec une radicale fragilité qui fait qu'on a un inné besoin de tendresse. Mais si je ne suis pas en contact avec ma vulnérabilité, je n'ai pas l'impression que j'ai besoin de tendresse. Si je ne suis pas en contact avec la fragilité de l'autre, je n'ai pas non plus l'impression. Donc, ça me demande d'être en contact avec la fragilité de l'autre pour tout d'un coup que m'apparaisse la tendresse. Parce que j'ai le goût d'être tendre avec ce qui est vulnérable. Je vais donner un exemple. Moi, mon père m'a donné les petites tasses de porcelaine anglaise de ma mère. Et je prends celles-là tous les jours maintenant parce que comme je réalise à quel point elles sont fragiles, elles m'obligent à être très tendre envers elles. Je ne les mets pas au lave-vaisselle, je les nettoie tranquillement, je les manipule et je me dis, oh mon Dieu, si je prenais conscience que tous les êtres humains autour de moi, ils sont aussi fragiles que ma petite tasse, peut-être que je les manipulerais autrement. Puis peut-être que je serais autrement avec eux et je serais plus. La fragilité, automatiquement, demande la tendresse. Et je pense que justement, on a besoin de tendresse dans notre monde en ce moment. En tout cas, je le ressens et je dirais, je milite un petit peu pour ça, mais tu me fais réfléchir, est-ce que je me débat, mais je milite un peu pour ça parce que je pense que c'est effectivement ensemble qu'on va s'en sortir, entre guillemets, ou je ne sais pas, qu'on va dépasser ce qu'on est en train de vivre. C'est ce mot ensemble qui est très important, je pense. Et je reviens avec ton idée de dialogue. C'est dans ce dialogue qu'on va être dans un ensemble aussi. Oui. Et tu sais, dans les pistes que tu demandais tout à l'heure, Oui, il y a dans ce dialogue, c'est oser dans ce dialogue partager les intentions qui poussent. Par exemple, si j'ai été bouleversé, par exemple, de ce qui est arrivé l'autre soir à Québec, oui. je me dis, bon, ben, OK, qu'est-ce qui me bouleverse? Qu'est-ce que je peux faire? Et là, tout d'un coup, je me dis, ben, dans le fond, peut-être, moi, ce qui m'est apparu, c'est comment je peux être davantage à l'écoute et ne plus fuir les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale quand je les croise dans la rue. Si cette personne, peut-être, avait plus de gens l'avaient vraiment rencontrée plutôt que l'avoir fui, peut-être qu'elle n'aurait jamais fait ce qu'elle a fait. Alors, ma compassion, bien sûr, là, je suis un peu émotif, mais François, c'était un de mes amis. Donc, bien sûr, ça m'a bouleversé. Mais là où je me suis plus senti interpellé après avoir osé ralentir, ressentir de l'intérieur, c'est une immense compassion pour celui qui a posé les gestes. Puis de me dire à quel point, lui, sa fragilité, quelque part, n'a pas été rencontrée. Et donc, ça l'a amené à faire ça. Alors, je pense que quand on est poreux puis on essaie de ressentir, OK, qu'est-ce qui me bouleverse dans ce qui arrive? Qu'est-ce qui m'émerveille dans tous les témoignages qui sortent? Bien, mes rêves vont émerger de là, de mon émerveillement, de mon bouleversement. OK, c'est ça que je peux faire maintenant. Et à partir de là, il faut que je le partage. Partager, partager, partager. Des fois, on a comme peur de se faire voler nos idées, fait qu'on ne partage pas trop nos trucs. Mais au contraire, il faut partager nos rêves, faut y aller. Je vais vous donner un exemple tellement merveilleux qui m'a donné confiance il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un qui pourrait régler ou apporter la brique qui te manque pour réaliser ton rêve. Je vais vous donner un exemple. Un jour, j'étais avec des femmes d'affaires. Non, non, c'était tout le regroupement des soupes populaires du Québec. Je faisais une conférence, je ne sais pas trop, on était au Saguenay. Et je ne sais pas, je leur pose justement la question, mais c'est quoi votre plus grand rêve ou un de vos rêves? Et là, tout le monde était très intimidé. J'ai réalisé à quel point
on est intimidé de parler de nos rêves publiquement aux autres. Ah, ouais, hein. J'étais incroyablement surpris. Et il y en a une, madame courageuse. Elle a dit, écoutez, ça va avoir l'air un peu bébête, là, mais elle a dit, moi, un des rêves que j'ai depuis que je suis petite, c'est de danser une grande valse avec mon amoureux dans la salle de bal du Château Frontenac. Oh. Alors, tout le monde s'est mis un peu à rire, mais en même temps, on la trouvait assez courageuse d'oser son rêve. Et il y a une deuxième main qui se lève. Alors, je dis à la personne, ah oui, c'est quoi votre rêve à vous? Elle dit, non, non, tu ne veux pas partager mon rêve. Je veux juste dire à la dame qui vient de parler que mon fils est sous-chef au Château Frontenac. Et donc, je pense qu'on pourrait probablement organiser ça. Ben, qui l'eût cru? Ben, quelques mois plus tard, elle dansait une valse avec son amoureux dans la salle de bal du Château Frontenac. Wow. Alors, je me suis dit, c'est quoi la différence entre elle et celle qui était assise à côté d'elle? Elle a osé. Oui. Elle a osé rêver, elle a osé le partager. Ben, l'univers a conspiré pour que ça marche. Et tu vois, ben, c'est un peu pour ça aussi que je fais mes petites capsules, c'est que je veux oser les gens arriver pour que justement on puisse avancer ou advenir, aller dans ce chemin-là pour qu'on puisse réaliser le rêve qu'on veut, effectivement. Et là, je dirais qu'apparaît certaine vigilance. J'en aurais deux Ah, peut-être. OK, intéressant, merci. La première, c'est qu'est-ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment très intéressant comme question? En tout cas, c'est intéressant de la poser, mais Ouais, est-ce que la réponse est si pertinente? Je vais donner pourquoi. OK, ouais. Moi, je pense pas que ma vie, c'est de réaliser, je pense pas que ma job, c'est de réaliser mes rêves. Je pense que ma job, c'est de laisser advenir ce qui doit advenir en moi Mmh. et d'être totalement présent à ce qui se passe autour de moi. OK. Et, et en attendant, par exemple, d'être appelé à quelque chose de particulier, ben, je peux m'amuser à réaliser mes rêves, mais il faut que je me pose la question, c'est quoi le besoin derrière mon rêve? Mmh. Parce que tu sais, dans le fond, on ne rêve pas de ce qu'on a, on rêve de ce qu'on n'a pas. Donc, OK, si je rêve de ça, ça veut dire que je manque de quoi? Et là, Mmh. d'essayer de découvrir c'est lequel des personnages en moi qui a tant besoin que ce rêve-là se réalise. Alors, je peux me dire, par exemple, comme j'ai peu d'estime de moi, j'ai peu de confiance en moi, j'ai l'impression que si je réalisais, si j'arrivais à monter le mont Everest, puis je réussirais ah, mais j'ai l'impression que là, je pourrais enfin me sentir quelqu'un, sentir que j'ai réalisé quelque chose. Et là, je peux me poser la question. Donc, je prétends que pour avoir le sentiment d'être quelqu'un, d'avoir de la valeur, de mériter d'être aimé par les autres, de mériter même mon existence, il faut que j'arrive à monter le mont Everest. Et là, je peux être bouleversé presque de cette constatation-là. Mais Mmh. j'ai rien à faire pour mériter mon existence. J'ai déjà de la valeur. Et là, tout d'un coup, ça m'aide à dire, ben, ah, dans le fond, j'ai pas vraiment besoin. Donc, je peux m'amuser à aller le monter, mais je n'en ai pas besoin parce que j'ai de la valeur. J'ai un de mes amis qui est un grand mystique à Saint-Jean-de-Mata qui me disait, rechercher la reconnaissance, c'est une insulte à sa beauté intérieure. Oh, ça, c'est beau, ça. Alors, je me dis, est-ce que je suis en train d'essayer de réaliser un rêve pour, pour avoir le sentiment d'être quelqu'un, être reconnu quand finalement, tout ce que j'ai à faire, c'est de reconnaître la beauté qui est déjà là. Et donc, à ce moment-là, je peux, oui, avoir le rêve d'aller Mmh. monter le mont Everest, mais tout d'un coup, je vais être capable de me détacher parce que faut à la fois avoir des rêves et en être complètement détaché. Les êtres humains, on n'est pas libres. On est prisonnier de deux choses, de nos peurs et de nos espoirs. On Mmh. est tout autant prisonnier de nos rêves que de nos peurs. Et pour moi, c'est de dire comment maintenant je peux, par exemple, me dire ben, je vais me préparer puis je vais monter le mont Everest, mais je vais rester tellement poreux et à l'écoute de ce qui se passe autour de moi. Et tout d'un coup, je peux apprendre à une semaine d'aller monter le mont Everest, que mon père est appelé, a eu un accident, il est en soins palliatifs, j'ai la chance d'aller passer les derniers jours avec lui. Si je suis prisonnier de mon rêve, je vais aller monter le mont Everest, mon père va partir, je vais ressentir un grand plaisir d'avoir réussi à monter le mont Everest, mais une immense, profonde tristesse de ne pas avoir été là où j'aurais eu dû être, à côté de mon père dans ces derniers instants. Et Mmh. là, et là j'aurai accès à un certain plaisir d'avoir réussi mon rêve,
un drame derrière pour réaliser que, bizarrement, je ne me sens pas avoir le sentiment d'avoir plus de valeur, malheureusement, grâce à ça. Et je me prive de la joie profonde, celle d'avoir été avec mon père dans les derniers moments de sa vie. Donc, ce que j'entends effectivement, c'est toute l'intention que tu as dans tes rêves, l'intention que tu veux, donc d'en prendre conscience de cette intention que tu as dans ton rêve et pourquoi tu veux le réaliser. Et quel personnage en moi Ouais. a tant besoin de ça? Pourquoi j'ai tant besoin de réaliser ça? Et je réalise, moi, plus je suis capable d'observer mon rêve avec beaucoup de tendresse, d'essayer de comprendre le manque derrière, le besoin à lequel je veux répondre. Je réalise qu'il y a plein de besoins bien égoïques dans le fond. Mon ego qui voudrait être enfin quelqu'un reconnu, apprécié, etc. Et là, je suis capable de sourire, de me prendre dans mes bras, puis de dire, ah ben tiens Rémi, tu n'as pas vraiment besoin de ça. Et donc, ça me rend disponible à plutôt me mettre au service de rêves qui vont contribuer à un plus grand bonheur pour un plus grand nombre. Mais si tu me disais, Rémi, lâche tes rêves personnels, égoïques, là, parce que tu es dans ton ego, ça ne marchera jamais. J'ai besoin, au lieu d'aller rencontrer avec beaucoup de tendresse et d'amour envers moi-même. Ah, oh, Rémi, tu aimerais ça, hein, par exemple, faire une super conférence, là, puis que tout le monde soit content. Hein? Ah ben oui, tu sentirais que tu serais fier de toi, puis bon, OK, c'est ça. Mais as-tu vraiment besoin de ça? OK. Ben, pas tant que ça, finalement. OK. Et tranquillement, l'apaisement apparaît pour laisser de la place et de l'énergie à des rêves qui vont servir à un plus grand nombre qu'à moi. C'est drôle parce que la première fois que je t'ai rencontré, c'est il y a 16 ans dans une conférence. Dans un moment où j'avais aussi beaucoup besoin d'être quelqu'un. Puis, Certainement. Certainement. Et vraiment, ce que j'entends tout à fait, effectivement, donc c'est le mot tendresse résonne beaucoup, d'accueillir en ce moment tout ce qui se passe avec beaucoup de tendresse. Puis je pense qu'aujourd'hui, je vais réécouter de nouveau la chanson de Bourvil, puis je vais inviter les gens à l'écouter aussi, et d'oser être vulnérable et d'accueillir cette vulnérabilité. Puis j'aime beaucoup l'image du gland, elle va rester en moi, cette image du gland qui fait oser la fragilité du gland et de laisser ouvrir pour qu'on puisse advenir. J'aime le mot que tu as amené, que je n'avais pas encore utilisé, je te dirais. Le mot advenir est vraiment pour moi très pertinent. Donc, de laisser cette vulnérabilité, laisser advenir. Et j'aime aussi ce que j'ai retenu, c'est le rêve est possible. Tu sais, je veux dire, continuons à rêver. Tout dépend comment on va rêver et l'intention qu'on a dans ce rêve-là et quel personnage on veut nourrir dans ce rêve-là. Ça, j'ai retenu ça vraiment pour moi. Et donc, pour pouvoir permettre ça, et ça, pour moi, c'est encore une fois très pertinent et c'est là-dessus où j'insiste énormément, oser ralentir pour oser le dialogue. Et j'ajouterais à ça, Stéphanie, tu as parlé aussi de toutes ces réalités du COVID, de ce qu'on vit présentement. Tu sais, ma grand-mère disait quelque chose de merveilleux quand je lui disais « Ah, oh, la vie, c'est de la merde, par exemple, à l'école. » Elle me disait « Ah, oh, mais c'est merveilleux, mon petit-fils. C'est justement ce que je mets dans mon jardin pour que ça pousse. » Alors, de voir quand la souffrance arrive, comme on parlait tout à l'heure, ne pas résister, la rencontrer et de se dire ben, ça va être comme de l'humus dans le jardin. Parce que les grains, parfois, les carapaces des grains sont tellement solides, ça prend de l'humus, de la bouée, de la marde pour que tout d'un coup, la fissure puisse apparaître. Fait que parfois, parce qu'on n'a pas choisi la sagesse, je trouve que le travail que tu fais présentement avec toute ta série, c'est d'essayer d'ouvrir notre sagesse pour qu'on apprenne par la sagesse et de ne pas attendre que ça prenne en masse de marde dans le jardin pour qu'enfin la fissure s'ouvre. Parce que si on n'ose pas laisser la fissure se faire par la sagesse, ben c'est la souffrance qui va s'en mêler. Pour ramollir enfin cette carapace pour que la vie puisse circuler. Alors écoute, je vais souhaiter beaucoup de tendresse et de sagesse aux gens qui ont écouté cette petite capsule. Je suis très contente de ne pas avoir utilisé ma petite coccinelle aujourd'hui et très fière d'avoir écouté ma petite voix que tu as peut-être titillée et que j'apprécie énormément. Alors merci beaucoup d'avoir élevé ma conscience et j'espère qu'on va élever des consciences aussi à plein d'autres personnes qui vont écouter ça.
Merci beaucoup pour infiniment, pour Rémi. cette question.